Durant ces 5 derniers épisodes, nous avons compris les signaux forts de notre planète. Sa fièvre montante, la disparition de sa biodiversité, les dérèglements climatiques. Des seuils sont posés et on sait qu'il y a des limites à ne pas franchir. Nous avons compris qu'il ne se passerait rien s'il n'y avait pas de prise de décision politique et individuelle. Pourtant, COP après COP, les négociations se succèdent et la lutte climatique patine. On aimerait comprendre cette grande complexité qui semble être celle des dirigeants politiques, mais aussi peut-être la nôtre. Pourquoi est-ce si complexe ? Sommes-nous suffisamment mobilisés ? Bienvenue dans le dernier épisode du podcast Dès demain, après avoir été informés comment à présent se transformer. Épisode 6, demain, le futur à bras-le-corps. Bonjour Inès. Bonjour Natacha. Bonjour Blash. Bonjour. Et Ami Dahan, bonjour. Bonjour. Nous sommes très très heureux de finir cette saison avec vous, parce qu'aujourd'hui on parle de politique avec Blash et Inès. Merci Natacha. Ami Dahan, vous êtes mathématicienne de formation, directrice de recherche émérite en sociologie et en histoire des sciences au CNRS. Vos travaux portent notamment sur le changement climatique. Vous avez animé une équipe de recherche pluridisciplinaire qui s'appelle Changement climatique, expertise et fabrication des futurs au centre Alexandre Coiré. Et vous êtes aussi l'autrice de l'ouvrage Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales, publié en 2015 aux éditions de Sciences Po, aux presses de Sciences Po. Avant tout, pour commencer, Ami Dahan, vous qui connaissez si bien les COP pour vous y être rendu à plusieurs reprises, comment fonctionnent-elles et à quoi servent-elles ? Les COP, c'est des arènes un peu énormes qui ont des milliers de personnes qui participent. Bien sûr, j'ai assisté depuis 2004 jusqu'à ces dernières années, donc ça a évolué. Ça n'est pas resté identique à lui-même. C'est la façon dont ça s'est développé. Si vous voulez, on peut entrer dans les détails. C'est lié aussi à l'évolution du problème à l'échelle géopolitique. Je ne me rends pas compte. Là, je ne me rends pas compte. Il faut que je parle plus, parce que vous m'avez tellement dit qu'il ne fallait pas parler beaucoup. Ah non, mais sentez-vous quand même à l'aise. D'accord. Ami, vous inquiétez pas. Donc, si de vous nous temps voyez... en temps, vous me faites Oui, parce que là, je vous sens comme ça. Non, on est là quand même pour discuter, vous inquiétez pas. Si vous nous voyez nous agiter... c'est que peut-être qu'on est un peu long, mais sentez-vous à l'aise de nous répondre quand même. On n'est pas là pour vous brider non plus. D'accord. Je suis désolée. Mais non, vous inquiétez pas. On n'est pas en direct, tout va bien. D'accord. Bon. Donc justement, comment se passent ces COP pour nous tous qui ne nous sommes jamais rendus dans ces événements politiques-là, comment ça se passe ? Donc on peut dire qu'il y a deux choses dans les COP. Il y a les négociations sur des textes. Pendant très longtemps, on a recherché un traité, disons par le haut, sur lequel on serait tous d'accord, tous les pays. Alors là aussi, il faut moduler, c'est-à-dire pendant la période du protocole de Kyoto, c'était un traité dans lequel les pays développés auraient été impliqués. Et c'est ce qui s'est passé donc, dans les années 90. Et puis, à partir des années 2006-2007, il a été de plus en plus clair qu'il fallait que les autres pays en émergence, en développement, etc., soient impliqués dans un accord, parce que sinon, les pays développés, grands émetteurs historiques, en particulier les États-Unis, n'acceptaient plus d'être dans une négociation, il n'y aurait pas ces pays-là. Donc, on est allé vers une autre négociation. Et là, voilà, donc il y a cette partie de discussion des textes. On peut en reparler dans le détail. Et ça, c'est des délégations qui viennent des différents pays. Donc vous imaginez, il y a 196 pays. Enfin, il y a eu au début 170, puis c'est monté, ça a atteint jusqu'à 196 pays en 2015 qui ont signé l'accord. Donc là, c'est beaucoup de forums différents, de salles où on discute différentes parties du texte. Ça va très lentement. Il faut reconnaître que c'est une fabrique de la lenteur. Parce que, chaque virgule, chaque paragraphe, chacun a des intérêts, etc., qui se passent. Et puis, en parallèle de ça, il y a ce qu'on appelle le off, c'est-à-dire des side events, suivant le langage des COP, c'est-à-dire des événements parallèles
où, suivant aussi les périodes, entre 1995 et 2021, vous pensez bien que ce n'est pas exactement les mêmes choses qui sont traitées de la même façon, mais en gros, il y a des entreprises, des ONG, éventuellement aussi des pays, mais qui présentent des questions, des projets, des difficultés, des thèses aussi sur l'énergie, le rôle de telle ou telle énergie, etc. Et tout ça, c'est devant un public beaucoup plus large, c'est-à-dire où des gens qui ne sont pas dans les délégations officielles des pays, mais qui sont accrédités à la COP, et il y a eu de plus en plus d'accréditation à la COP, voilà, participent. Et ça a changé depuis la date de 1972, donc c'est la date en fait de l'entrée de la question environnementale dans l'arène politique internationale. Est-ce que les négociations climatiques ont beaucoup changé depuis ? Là, vous avez pris 1972 comme le début de ce processus. On peut discuter de cette date-là, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on se préoccupe de la question de l'environnement, etc. Mais le climat n'est pas majeur en 1972 à Stockholm. C'est plutôt les questions d'environnement en général. Le climat est un des points et il n'est pas mis en avant. Alors, la Convention des changements climatiques a été créée en 1992 par le premier sommet de la Terre de Rio. Cette convention a été mise sur place en 1994 et les COP commencent en 1995. Donc là, oui, ça a changé. Ça a beaucoup changé. Alors, je peux vous faire une petite périodisation à grands traits, si vous voulez. On peut dire que de 1994 jusqu'à début des années 2000, il y a pas mal d'espoir et on a l'impression que ça avance vite. Mais on n'a pas non plus pris complètement la mesure du péril climatique. La preuve, c'est que le GIEC a été créé donc en 88, son premier rapport est en 90, donc l'alerte elle-même, elle en est encore elle monte, elle est en train de monter. Et dans cette première période, il n'y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les pays développés qui sont concernés, qui sont censés avoir des obligations de réduction. D'abord, très rapidement, la question va évoluer, mais aussi l'alerte climatique évolue, parce qu'il y a des événements de plus en plus importants. Et à partir des années 2002, donc les États-Unis se retirent du protocole de Kyoto, là, le processus, il est un peu en suspens. Parce qu'on se dit, sans le premier émetteur mondial, quelle est la signification même de discuter de tout ça ? Et donc, je dirais qu'à partir de ce moment-là, on gagne du temps un peu. On discute, on se familiarise au problème dans les différentes COP. Et c'est à ce moment-là que les pays en développement, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables, sont de plus en plus concernés. Et quand est-ce que la question des seuils est apparue ? Le seuil des 2 degrés, par exemple ? Par exemple. Bien. Alors, le seuil des 2 degrés, je dirais qu'il est effectivement, comme l'a dit Inès, voilà, il a été mentionné dès 1972 dans un livre de Barbara Ward et Buss. Pourquoi ? Parce que on pensait que c'était le moment, la fourchette autour de laquelle l'humanité avait toujours vécu. La température moyenne du globe, c'est à peu près 15 degrés. Évidemment, moyenne, ça ne veut rien dire parce qu'il n'y a aucun endroit précis. Mais enfin, voilà, c'est calculé comme ça. Et l'humanité a toujours vécu plus ou moins entre 13 plutôt et 17 degrés. Donc, on se disait, c'est le moment où l'humanité est bien pour se développer. Et donc, c'était dans ce livre comme ça, c'est-à-dire assez vaguement quand même. Et ensuite, c'est devenu un concept scientifique, mais qui a été coproduit aussi par les politiques.
C'est-à-dire qu'on a commencé à en parler, par exemple, en 1979, il y a eu un grand climatologue, Charnay, qui l'a désigné comme le seuil pour lequel si on doublait les concentrations de carbone dans l'atmosphère, eh bien, la température serait dans une fourchette qui était plus ou moins 2,5 degrés autour de la température du moment, c'est-à-dire à la fin des années 70. Donc ça a été la première identification scientifique. Et puis ensuite, les politiques ont commencé à s'intéresser à ce seuil. Et l'Europe, le Conseil de l'Europe a, en 2002, je crois, ou 2003, a identifié cela comme un seuil dangereux, politiquement, comme un seuil politique dangereux à ne pas dépasser. Les COP sont des événements politiques où aucune décision contraignante n'est prise. Comment les COP peuvent-elles avoir du poids dans la lutte contre le réchauffement climatique ? L'idée, et c'est la difficulté du problème, d'abord, le problème, bien sûr, il a été construit comme un problème planétaire. Ce qu'il est, évidemment, ce qu'il est. C'est-à-dire le changement climatique concerne la Terre entière, les planètes, etc. Mais ça veut dire aussi que d'emblée, l'idée, c'était d'avoir un accord de tous les pays. Et donc ça, c'est très lent, comme vous le sentez vous-même. C'est très, très lent. On aurait pu se dire un petit nombre de pays qui est décidé et qui joue un rôle important dans les émissions, prend les choses en main et avance, et puis après les autres, etc. Bon, ça n'a pas été possible, principalement d'ailleurs à cause des États-Unis, il faut quand même le dire. Et ensuite, dans la première décennie 2010, la Chine est devenue a eu une croissance exceptionnelle à 2 chiffres pendant toutes ces années-là. Elle est devenue très vite le premier émetteur mondial en 2007-2008. Ce qui n'était pas du tout prévu. On attendait ça en 2030, quelques années avant. Donc ça, c'était très mal anticipé. Et donc voilà, donc c'est devenu, et bien sûr la Chine, elle veut pas comme tout grand émergent, mais c'est vrai aussi de l'Inde, mais c'est vrai aussi des grands pays en développement, elle veut gagner du temps. Donc l'idée, c'est il faut que tout le monde soit là. Donc l'idée, ça, et puis c'est le processus multilatéral patronné par les Nations Unies, c'est ça l'idée. Tout le monde doit y être. Donc cette idée de lenteur est là. Maintenant, comment il peut y avoir quand même des résultats, ça c'est une autre question, je dirais. Alors l'une des particularités de cette gouvernance climatique mondiale, vous venez de l'évoquer, et elle a été mise en exergue avec une annonce fracassante le 1er juin 2017. Écoutez. Les États-Unis vont quitter l'accord de Paris sur le changement climatique. Je ne peux pas en toute conscience soutenir un accord qui punirait les États-Unis, et c'est ce qui était prévu. Alors que nous sommes les meilleurs dans la protection environnementale, on ne va pas se laisser imposer des obligations par les plus grands pollueurs. La voix de Donald Trump qui annonce le retrait des États-Unis des accords de Paris. Alors ce qui apparaît à mi-Dahan, c'est l'idée de l'interdépendance des nations, que l'on ne peut pas stabiliser le climat tout seul. Oui, mais je vous l'ai dit déjà, c'est-à-dire les États-Unis jouent un rôle majeur dans cette affaire, parce qu'ils n'ont jamais été vertueux. En fait, même Obama, quand il était président démocrate, etc., à Copenhague, il est arrivé et il a été dans la continuité des présidents républicains, c'est-à-dire qu'il voulait qu'il y ait tout le monde. Il ne voulait pas prendre de responsabilité lui seul. Il voulait qu'il y ait la Chine, etc. Et donc, ça a été le grand échec de Copenhague en 2009. Et donc, quand Trump se retire de l'accord de Paris, évidemment, c'est une énorme déception. Et on est renvoyé à la situation des années 2002-2003, quand Mais la situation n'est quand même pas tout à fait la même, puisqu'il y a eu une prise de conscience de l'alerte climatique beaucoup plus profonde, beaucoup plus générale, de tous les pays, des pays en développement qui ont compris que non seulement ça les concernait, ce problème, ce qu'ils ne croyaient pas au tout début, mais ils en seraient les premières victimes.
Donc, ils demandent des choses. Ils demandent des réparations, ils demandent à ce qu'on les aide dans l'adaptation, ils demandent des aides financières. Il y a tout et puis, d'autres pays, l'Europe, etc., qui a toujours été la bonne élève du processus, il faut bien le dire, même si elle n'est pas allée assez loin et assez vite, mais quand même, elle a poussé ce processus, elle a essayé de le sauver quand il était en péril, eh bien, elle va aussi continuer. Et puis ensuite, d'une certaine façon, je ne dirais pas que l'accord le retrait de Trump, si vous voulez, il traduit bien sûr cette situation internationale de la rivalité Chine et États-Unis et le fait que les États-Unis, et d'une certaine façon jusqu'à aujourd'hui, ne veulent pas se pénaliser dans leur économie si la Chine ne fait pas la même chose. Et pourtant, le problème, il n'est pas le même pour tous. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a des pays qui ne sont pas responsables du changement et qui ont très très peu émis historiquement. Par exemple, je voudrais dire un petit mot de l'Afrique. L'Afrique est un pays pour lequel, est un continent évidemment, pour lequel le développement est plutôt devant que derrière. Contrairement à beaucoup d'autres, y compris la Chine et même l'Inde. C'est-à-dire ce sont des pays énormes qui sont en développement très rapide, mais surtout où les décisions structurelles du développement ont été prises il y a 30 ans. En Chine, c'est comme ça. Et là, en Afrique, c'est maintenant qu'on prend ces décisions. C'est pour ça que c'est majeur. Et d'autre part, il y aura peut-être 1 milliard de plus, d'après les démographes, de personnes en 2050, 1 milliard à 1,5 milliard. Donc c'est majeur. Et je crois qu'on ne pose pas le problème comme ça dans la négociation du tout. Parce que dans la négociation, et ça, bon, on ne l'a pas dit encore, mais je crois que c'est très, très important à s'en rendre compte, c'est qu'on se pose des objectifs de sortie de tuyaux, baisse des émissions, etc., mais on ne regarde pas du tout comment les pays vont faire. C'est-à-dire comment ils vont se passer de charbon. Par exemple, la Chine ou l'Inde sont assis sur des matelas de charbon. Et elles n'ont pas grand-chose d'autre comme énergie. Elles importent. Voilà. Et donc, voilà, comment est-ce qu'ils vont faire ? Et on voit bien que même dans un pays comme chez nous, en France, voilà, il faut qu'on discute précisément à quoi on renonce, qu'est-ce qu'on fait, à la fois du point de vue de la souveraineté et du pays et de ses décisions politiques structurelles, mais aussi des modes de vie. Et est-ce que durant, du coup, les COP, des transformations concrètes sont proposées pour lutter contre le changement climatique ? C'est toujours ce que j'ai un petit peu suggéré, c'est-à-dire dans la négociation générale, très peu. Dans la négociation des textes, très peu. Vous savez que dans l'accord de Paris en 2015, il n'y avait pas le mot énergie. Il n'y a pas le mot énergie. On dit on va baisser les émissions, mais le fait que les émissions, ce soit les énergies fossiles, le charbon, là, on ne rentre pas dans les détails. Et les pays du style Arabie Saoudite, enfin tous les pays producteurs, ils ne veulent pas. C'était l'obstruction totale. Cette année, à Glasgow, c'est la première fois qu'on a accepté de dire, voilà, le problème, c'est la sortie des fossiles. À quelle année ? À quelle échéance ? C'est la première fois. Donc voilà. Qu'est-ce que vous m'aviez posé ? Les transformations concrètes qui peuvent être proposées. Les transformations concrètes, je l'ai dit au tout début, je le répète, ça vient, disons, dans les side events, parce qu'il y a quand même, par exemple, des entreprises, des très grandes entreprises, etc., qui proposent des solutions alternatives, et de plus en plus maintenant. C'est-à-dire, franchement, depuis quelques années, ça se développe. Ce qui n'était pas le cas. C'est étonnant. Je crois que le pays qui a connu le plus de COP, c'est la Pologne. Or, la Pologne, on sait très bien elle aussi, elle est très attachée au charbon, etc. Et par exemple, à Katowice, en 2018, ou bien à Poznan en 2008, il y avait des forums charbonniers à côté de la COP. À côté. Parce que, voilà, quelles sont les grandes entreprises polonaises, etc. C'est le charbon, ils faisaient leur truc à côté. Alors que je pense que c'est un peu plus difficile maintenant. C'est de plus en plus difficile. C'est plutôt, encore qu'il y a eu, même à Glasgow, parce que là aussi, il y a une tradition charbonnière qui s'est éteinte en Écosse, mais bon, on sait bien que c'est venu de là. Mais il y a eu aussi des lobbies des fossiles qui étaient présents, mais qui ne présentaient pas ça comme ça.
qui présentaient leurs efforts, leur transition, je dirais, entre guillemets, vers autre chose, d'autres projets. Donc, force est de constater que la réalité des politiques ne suit pas du tout les accords internationaux. Les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter. Pourquoi est-ce si difficile de bouger les lignes ? Eh bien, écoutez, voilà, c'est une transformation qui est titanesque. Je crois qu'on n'en a pas pris la mesure complètement. Et moi-même, j'en prends la mesure tout le temps. Chaque jour où je réfléchis, où j'interagis avec des gens, je me rends compte que c'est vraiment titanesque. Donc, il faut mettre en branle beaucoup de processus. Ça dépend bien sûr de la prise de conscience des populations. Et on voit bien que ce qui change en 2021 par rapport à 20 ans avant, c'est le mouvement des sociétés civiles, c'est la jeunesse internationale qui manifeste, qui s'impatiente à juste titre de cette stagnation, de ce surplace, etc. Mais la jeunesse, etc., ça ne suffit pas vraiment. Il faut quand même que des décideurs, des industriels, des entreprises, etc., aussi, et bien sûr les États souverains, changent les choses. Vous savez, même les pays... Blache, vous m'aviez parlé, vous me disiez, on n'est pas tous dans le même... tout le monde n'est pas responsable. C'est vrai, mais en Inde, par exemple, vous avez quand même 300 millions de personnes qui sont dans une classe moyenne. Et ceux-là, ils émettent, par personne, autant qu'un Européen. Autant qu'un Européen. Et voilà. Et donc, son voisin de l'Inde, le Bangladesh, disait lors d'une COP, auquel j'ai assisté à Durban, nous souffrons du changement climatique autant de ces émissions-là à côté de nous que de celles de l'Europe, etc. Donc, il faut que tous les pays considèrent les inégalités sociales sont... en particulier dans ces pays dont la démographie est énorme, jouent un rôle aussi très important dans la façon dont la question va être prise. Pour expliquer cet échec, Ami Dahan, vous parlez de schisme des réalités. Qu'est-ce que c'est ? Le schisme de réalité, c'est un peu cette idée que la gouvernance onusienne, c'est une gouvernance où il y a beaucoup de civilité, on parle, on ne s'insulte pas, on ne s'agresse pas, etc. Mais en même temps, on ne dit jamais rien qui fâche, trop. Et donc, pendant très longtemps, on disait, ça avance, on prend les choses en main, on va y arriver, etc. Et pendant ce temps-là, il faut voir que le monde a énormément changé. Bon, vous le savez aussi bien que moi, c'est-à-dire des dérégulations économiques et financières majeures, une explosion du commerce international, avec la création de l'OMC, le développement des échanges, l'aérien qui a explosé depuis 30 ans, enfin, le trafic aérien, etc. Le commerce avec les délocalisations industrielles, et donc après le commerce avec les pays producteurs chez qui on a délocalisé, etc. Tout ça, c'est énormément d'émissions. Et donc voilà, on est là-dedans, et en même temps, on ne prend pas la mesure véritablement de tout cela. Donc, c'est ce divorce entre un monde où la compétition économique, la concurrence, aussi le fait que le modèle occidental et même américain devient le modèle envié par les pays du monde entier, y compris les pays pauvres, qui regardent tout le temps ce modèle comme un modèle à imiter. Et ça, c'est en divorce total avec les discours sur la maîtrise des émissions, la régulation, etc. Et est-ce que ce schisme de réalité, c'est aussi une forme de schizophrénie politique entre des gouvernements qui font des déclarations alarmantes sur le climat, tout en continuant à subventionner massivement les énergies fossiles ou la déforestation? Oui, je suis tout à fait d'accord. J'approuve totalement ce mot de schizophrénie. Je ne l'ai pas utilisé, on a utilisé le mot de schisme, mais oui, c'est ça. C'est l'idée que, on a un œil qui regarde d'un côté, l'autre qui regarde... il y a les pesanteurs matérielles, économiques du capitalisme concurrentiel échevelé, et puis aussi les inégalités sociales sont énormes.
Et donc, ces inégalités sociales, qu'est-ce qui va se passer effectivement dans les décennies qui viennent par rapport aux désastres climatiques qui sont devant nous si on ne les maîtrise pas? Alors, je vous propose à présent une lecture que je vous fais en direct, en faux direct. Le siècle venait de se terminer et le changement climatique restait une préoccupation mineure. Bush avait mis en pièces les modestes propositions de Clinton. Les États-Unis tourneraient le dos à Kyoto. Les espoirs nés voilà longtemps à Rio étaient morts. Succédant à la déception, l'inquiétude finit par dominer. Le Gulf Stream allait s'arrêter, les Européens mourraient de froid dans leur lit, l'Amazonie deviendrait un désert, certains continents seraient la proie des flammes, d'autres noyés sous les eaux. Et dès 2085, la banquise disparaîtrait l'été et les ours blancs avec elle. Byrd avait déjà entendu ces prédictions et n'en croyait pas un mot. De toute façon, il n'était pas un homme à s'inquiéter de l'avenir de la planète. À son âge, sans enfant, et sur le point de divorcer pour la 5e fois, il pouvait se permettre une pointe de nihilisme. Alors voici un extrait de Solaire, le roman de Ian McEwan. Ami Dahan, est-ce qu'on en est venu à bout du climato-scepticisme ? Il y a le climato-scepticisme affirmé, c'est-à-dire explicite, etc. On n'en est pas complètement venu à bout, mais il a quand même reculé. Il y a peu de dirigeants politiques de la planète. Il faut être Trump, il faut être peut-être Zemmour, ou peut-être, je ne sais pas, un certain nombre de leaders populistes qui revendiquent explicitement le climato-scepticisme, mais en général, ils le matinent de quelques... Voilà, même Trump disait nous sommes les premiers à protéger l'environnement. Donc, voilà. Donc le climato-scepticisme affirmé, je dirais, il est un peu en recul parce que les désastres climatiques, malheureusement, tout le monde les éprouve. Il y a eu des choses très graves qui ont eu lieu à chaque été depuis un certain nombre d'années, qui se manifestent dans divers pays du monde, y compris en Californie avec les feux, en Russie, etc., les inondations en Allemagne, les tornades et les désastres en Philippines, etc. Donc ça, oui, mais au fond, cette idée que nous, en particulier les générations âgées, quoi, qui ne vont peut-être pas vivre dans 30 ou 40 ans, elles veulent égoïstement profiter du moment et puis elles se voilent les yeux sur ce qu'il faut faire, parce qu'il faut gouverner en regardant un horizon quand même lointain. Et ça, c'est pas dans les régimes politiques qui nous sont familiers. Tant les démocraties, d'une part, qui sont... Voilà, on sait bien que les mandats des dirigeants sont à court terme et sont tout le temps renouvelés. Donc, c'est très difficile de gouverner en regardant des engagements pour 30 ans ou pour faire des investissements comme ça. Et puis, dans les régimes dictatoriaux, c'est pas beaucoup mieux, parce qu'il y a d'autres intérêts, la concurrence, etc., le contrôle des populations, etc. Et on peut pas dire qu'une civilisation écologique soit à l'œuvre dans ces régimes-là, quoi qu'en aient pu en dire certains. Voilà. Selon vous, Ami Dahan, les scientifiques sont peu en prise avec la réalité, ce qui n'aide pas les négociations. Concrètement, comment les scientifiques et les politiques dialoguent-ils et devraient-ils dialoguer ? Non, je n'ai pas dit que les scientifiques n'étaient pas en prise avec la réalité. Je pense que simplement la façon dont les scientifiques ont été insérés dans le processus, d'une certaine façon, ils ont joué magnifiquement leur rôle dans les premières années, quoi, même jusqu'en 2015, ils ont quand même contribué à sensibiliser, par exemple, énormément les pays pauvres, qui, comme je l'ai dit au début, étaient climato-sceptiques, plus ou moins, même s'ils ne l'affirmaient pas. Mais bon, ils avaient d'autres chats à fouetter, si vous voulez. Ils considéraient un peu que eux, on n'allait pas leur empêcher le développement. C'est très difficile de dire à des pays très pauvres qui n'ont pas accès à l'électricité, à l'eau, etc. Donc, vous n'avez pas le droit au développement. Donc, mais
Mais les scientifiques, et aussi malheureusement la pesanteur même, c'est-à-dire la trajectoire même du problème climatique, a fait que ça a changé. Et grâce aussi aux liens privilégiés que les scientifiques ont avec les ONG en général, ça c'est très important. Hein, tout ça, en marge des COP, cette alliance un peu pays pauvres, ONG et scientifiques a été très importante et a contribué à changer les états d'esprit. Bon, maintenant, je crois qu'en 2015, quand le seuil des 2 degrés, voilà, il y avait l'accord de Paris autour du seuil des 2 degrés, brusquement, les pays en développement ont dit 1,5 degré. Et moi, personnellement, j'ai l'impression, en m'appuyant bien sûr sur ce que disent les climatologues eux-mêmes, parce que je ne suis pas climatologue moi-même, mais que 1,5 degré, on ne va pas y arriver du tout, parce que l'humanité ne va pas s'arrêter de tourner demain. Ça, c'est impossible à penser. On ne va pas dire à des milliards de gens, vous n'avez pas le droit de vivre, vous n'avez pas le droit de... etc. Donc ça, c'est pas possible. 1,5 degré, je ne vois pas comment... il faudrait d'après les chiffres que donnent les climatologues, il faudrait que l'humanité décroisse de 3 à 4 à 5% tout de suite, dès aujourd'hui, si on peut dire, et pendant 20 ans. Bon, or ça ne paraît pas possible. Ça paraît pas. Bon, mais... ils ne voulaient pas signer, les pays en développement pauvre, les coalitions de petites îles, etc., n'allaient pas signer l'accord si on ne mettait pas ce seuil de 1,5 degré, qui est déjà très dangereux pour eux, en particulier les petites îles qui seraient submergées. Donc ça a été fait. Mais maintenant, on est un peu piégé par cette histoire, c'est-à-dire d'avoir un discours qui n'est pas, là encore, et pour moi, ça relève du schisme de réalité, dont on a parlé, qui n'est pas vrai, au sens que ce n'est pas dans le domaine vraiment de ce qu'on va faire. Je t'en prie, je te propose de continuer. D'accord. Rien ne bouge. Qui est responsable, en fait, de cette inaction politique qui est responsable, en fait, de cette inaction climatique? Les gouvernements ou les citoyens? Ou les deux? On ne peut pas dire... on peut pas dire que rien ne bouge. Hein. On ne peut pas dire ça, parce qu'il y a quand même... Le problème est monté à l'échelle internationale. Il y a des pays qui font des choses. On ne peut pas dire rien. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne prend pas les choses à la vitesse et à l'urgence. Enfin, on ne fait pas face à l'urgence et avec les moyens et la vitesse qu'il faudrait pour répondre au problème. Qui est responsable? Eh bien sûr, la pesanteur, la difficulté du problème à l'échelle internationale, avec les inégalités des pays, les inégalités de situation, etc., les intérêts. Et puis voilà, parce qu'on n'est pas tous ensemble de la même façon pour sauver la planète. Ça, c'est un leurre total. Ça n'existe pas, cette idée-là. Donc, on l'a trop longtemps accrédité. On l'a trop longtemps laissé croire qu'on allait tous s'unir dans un grand élan et sauver la planète. Ben non. Chacun a ses intérêts, chacun continue son petit truc. Voilà, donc ça, c'est très difficile. Maintenant, les citoyens du monde entier, ça ne veut rien dire, la responsabilité générale de chaque citoyen. Bien sûr, je crois que, par exemple, dans les pays développés, où il y a vraiment une compréhension des enjeux, il y a certains pays où il n'y a pas complètement de compréhension de tous les enjeux et les attendus du problème, il y a des égoïsmes de groupes de classes, de groupes sociaux, etc., pour lesquels il faut agir, dénoncer. Et je pense qu'effectivement, maintenant, la jeunesse est en position de plus en plus de faire entendre sa voix partout. Et je crois que, par exemple, ce qui s'est passé, cette explosion, pas cette explosion, mais ces procès de plus en plus nombreux qu'il y a partout qui mettent en cause les gouvernements de certains pays sur leur inaction climatique, etc., c'est lié au processus. Parce que les pays ont signé quelque chose. Bon, ils ont signé, mais finalement, ils font autre chose. Eh bien, des citoyens, des groupes, des ONG les assignent. Et nos comportements individuels dans tout ça? Les comportements individuels, c'est très important. Je crois, si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, je voudrais donner un exemple. La question de la voiture. En Europe, la voiture électrique, on dit, ça y est,
on a pris la décision, même les Allemands vont construire des voitures électriques, il n'y aura plus de voitures thermiques, etc., neuves en vente dans 10 ans, par exemple. C'est quelque chose qu'on dit. Mais s'il y a autant de voitures électriques que de voitures actuelles, et que rien ne change dans notre rapport au transport, je pense qu'il y aura des problèmes énormes. Parce que les batteries électriques, c'est compliqué, il y a du lithium, il y a des matériaux à extraire, à recycler. Enfin, bon. Et donc là, j'ai l'impression qu'on est en train de préparer d'autres problèmes graves. Donc c'est vrai qu'en même temps qu'il faut qu'on sorte des fossiles concrètement, il faut aussi que, de façon vraiment parallèle, en même temps, on s'habitue à l'idée qu'on ne va pas exactement faire les choses de la même façon. Mais ça, c'est difficile, parce qu'on est tout le temps on est tout le temps dans cette fourchette. Soit on est complètement catastrophiste, collapsologue, il n'y a rien à faire, chacun se terre dans ses Cévennes ou son petit précaré. Et puis, de l'autre côté, on va faire exactement pareil avec des techniques peintes en vert. Je crois que c'est vraiment dans l'entre-deux que la solution se passe. Et je ne dis pas que je l'ai, bien sûr, mais nous devons l'inventer collectivement, mais aussi l'accepter, que les intellectuels, tout ça, le monde des idées, etc., participent, la jeunesse. Et l'idée, c'est un avenir à construire ensemble. Et est-ce que pour que cette lutte soit efficace, aujourd'hui, on est assez mobilisé, assez sensibilisé à la cause environnementale ? Tout dépend dans quel pays. Est-ce qu'en France, on est assez assimilé, assez sensibilisé ? Oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'un certain nombre d'hommes politiques disent comme ça qu'ils sont sensibilisés, puis après, on voit bien que de fait, dans leur programme politique, etc., non, c'est pas quelque chose qui organise la vision de façon profonde. Moi, j'ai été frappée, par exemple, par une chose, je le dis là, c'est le contrat qui a été négocié par les 3 partis allemands après les élections. Bon, ils sont très différents, certains sont libéraux, d'autres sont sociodémocrates, il y a des écologistes, etc. Mais ce qui est certain, c'est que quand on regarde la répartition quand même des ministères, des trucs, ce qu'ils veulent faire comme investissement, on a l'impression, enfin j'ai l'impression, peut-être que c'est encore un peu récent pour être complètement affirmatif, mais que la vision de la question climatique est centrale et organise quand même cette alliance. Malgré le fait que les libéraux disent non, on va quand même pas réduire la vitesse sur les autoroutes. Ça, ils ont l'alliance à lâcher sur ça. Mais sur les investissements, qu'est-ce qu'on va construire ? Il y a ça. Mais bon, c'est encore une idée que j'ai comme ça, mais qui n'est pas suffisamment étayée avec le recul, on verra. Mais si vous voulez, il y a très peu de pays, je trouve, de gouvernements pour lesquels la question climatique devient centrale dans tout le reste, par rapport à tout le reste des enjeux. Donc vous avez dit que ça dépendait finalement du pays. 20 sociétés sont responsables de plus d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Certaines sont des entreprises d'État aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle individuelle ? C'est difficile, hein. Vous me demandez quelque chose d'extrêmement difficile. Si j'avais votre âge, ce que je n'ai plus malheureusement, je crois que je serais vraiment... j'ai été militante dans ma vie, et pour la cause environnementale depuis très longtemps. Oui, je serais vraiment investi là-dedans. C'est-à-dire que je crois que les jeunes, les ONG, mais aussi, pas seulement les ONG, il y a des tas de secteurs du monde du travail, du monde de la création, du monde de l'entreprise, etc., pour lesquels il y a des choses à faire. Il faut faire rentrer les enjeux sur la question climatique, mais aussi le recyclage, mais aussi le gaspillage, mais aussi ce que je disais, c'est-à-dire la façon dont on va vivre. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ceci ou cela, d'utiliser, de changer tel ou tel objet tous les ans, les ordinateurs, les téléphones, les machins, tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'on est en France et que ce n'est pas ce qui va suffire à l'échelle mondiale.
Il faut absolument qu'on prenne notre fardeau, parce que 1%, des fois des gens me disent « mais 1% c'est rien ». Si, c'est beaucoup. La preuve, c'est que il y a 196 pays, on a plus que le 196e, et puis voilà, on n'est quand même que 70 millions en gros, et donc voilà, il faut qu'on le prenne. Le monde, c'est plusieurs milliards, et qui malgré tout, par personne, émet beaucoup moins. Pour revenir sur cette échelle individuelle, comment est-ce que les impacts, les éco-gestes individuels ont un impact? Est-ce que c'est utile que chacun se mobilise, par exemple, avec ces rituels, ces gestes-là? Je crois que c'est utile. Je pense que c'est très utile du point de vue aussi, du point de vue de l'exemple, de tout ce que ça suggère comme débat, etc. Je n'aimerais pas, personnellement, que ça devienne quelque chose d'ayatolesque, si vous voulez. C'est-à-dire que tout le temps, on soit en train d'accuser telle ou telle personne de ne pas être suffisamment en accord avec un certain nombre de décisions qu'elle veut prendre ou qu'elle voudrait prendre, parce que c'est pas facile. C'est pas facile individuellement d'être complètement en accord avec ça, sauf si on se rétrécit sur un espace géographique et une sphère d'activité. Or, la civilisation actuelle n'est pas celle-là. C'est une civilisation d'échange, c'est une civilisation un peu d'ouverture. Et donc, on ne sait pas exactement comment cette civilisation va pouvoir coexister avec une économie d'émissions. Enfin, une réduction majeure, drastique des émissions. Donc, mais quand même, je suis, peut-être parce que j'ai l'âge que j'ai, je suis attaché à un certain nombre de choses. L'ouverture du monde, j'ai envie aussi que les jeunes puissent découvrir le monde et ne pas être simplement sur leur précaré, là où ils sont nés, quoi. Parce que c'est ça aussi, l'ouverture, la générosité, la solidarité avec des pays différents, plus pauvres, l'ouverture à d'autres cultures. Bon, tout ça, c'est quand même des choses qui ont caractérisé notre civilisation récente, qui, pour moi, sont quand même à sauvegarder. Mais évidemment, en essayant de les séparer, d'opérer un divorce avec les questions de productivité et de consommation, et de gaspillage, etc. Mais alors, comment pouvons-nous garder espoir si on ne connaît pas les effets réels de nos... Pardon, excuse-moi, je t'interromps. Oui. Je pense qu'on peut aller directement dans le... Je suis désolée, hein, je vois l'heure qui tourne, et j'aimerais qu'on avance un tout petit peu. Donc, excuse-moi Inès de t'interrompre. Je voudrais bien que tu récupères cette question-là. Okay. Voilà. Merci beaucoup. J'avais pas compris. Non, t'inquiète pas. Bon, alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire. La bataille pour le climat ne semble pas tout à fait perdue. Qu'est-ce qu'il est encore possible de faire? Pas dès demain, mais peut-être dès maintenant. À l'échelle individuelle, ou en France, je pense qu'il est très possible de faire beaucoup de choses encore. C'est-à-dire qu'il y a... c'est vrai que d'une certaine façon, on est un pays qui n'émet pas trop, donc on ne part pas de... Voilà. On a tous, les habitants de la France, avec des inégalités évidemment encore énormes, mais un certain nombre de moyens de vivre qui peuvent, sur lesquels il est possible de faire des économies d'émissions. Il faut sensibiliser sur ces questions. Et l'idée de réduire les inégalités sociales, par exemple, je donnais tout à l'heure l'exemple des transports. On voit bien qu'il est possible même s'il y a eu une crise il y a 2-3 ans sur cette question des inégalités et de l'accès à la voiture. Bon, moi j'ai participé à la Convention citoyenne sur le climat et j'ai vu comment ces 150 citoyens qui au départ étaient intéressés par le problème, mais pas du tout complètement investis dedans, parce que ce n'étaient pas du tout des champions de la question climatique, ont évolué au cours des mois de la Convention pour suggérer des propositions, etc., qui sont des propositions qui ont des vrais impacts, qui auraient des vrais impacts s'ils étaient complètement pris en main. Ces propositions, certaines sont passées dans la loi climat et résilience, mais
avec un certain nombre d'édulcorations, je dirais, d'atténuation. Et d'autres sont là. Et puis, il y avait aussi des choses qui étaient un peu hors mandat de la Convention, c'est-à-dire en particulier par exemple la question du bouquet énergétique français ou bien d'un certain nombre d'investissements majeurs à faire par l'État. Ça, c'était... Parce que finalement, la Convention citoyenne, c'était justement des choses concrètes pour les citoyens, mais aussi des investissements pour les logements, pour la vie des citoyens. Et donc, il y a eu 149 propositions, et ces 149 propositions, elles sont très importantes. Et puis, sinon, il y a, parallèlement à la mise en œuvre de façon plus ambitieuse encore que ce que ça a été fait, ce que je disais, c'est-à-dire une sorte de vision plus organique de la façon dont un certain nombre de comportements, un certain nombre d'investissements, un certain nombre d'interactions entre le climat, le numérique, la santé, etc., doivent être pensés. Parce que souvent, on les pense séparément. Donc le numérique, c'est génial, ça nous évite quelques émissions, mais en même temps, ça en produit beaucoup. Parce qu'on sait très bien que les plateformes, etc., les déchets, tout ça, ça en produit. Donc il faut arriver à tenir les deux bouts, etc. Et c'est vrai pour d'autres fronts associés avec la question climatique. Non, il y a énormément de choses à faire, je pense, dans un pays comme la France et à l'échelle de l'Europe, qui est, grosso modo, a des modes de vie très proches des nôtres. Je vous propose à présent une lecture, une autre. Ah, oui. Ouais. Ouais. Est-ce que je parle trop, tout ça, je pense? Oui, comme ça. Très bien. Est-ce qu'on a suffisamment... J'aurais bien aimé reposer quelques questions avant la capsule. Non? Je peux dire juste... Il me manque juste... Je voudrais bien qu'on reformule une question et si vous pouviez aussi, Ami Dahan, d'essayer. C'est des choses, il y a un peu de redites, mais on peut essayer de reformuler des choses de façon un peu plus compacte, peut-être. Oui, sur quoi ? J'aimerais bien, Blache, que tu reformules cette question-là, s'il te plaît. Vous avez déjà répondu à tout ça, mais je voudrais bien qu'on essaye de redire ça, mais de façon un peu plus... alors là, c'est l'exercice du... Voilà, un peu plus serré. Il y a des choses que je ne sais pas. Ah, mais c'est pas grave, non, mais vous inquiétez pas. Non, mais si j'ai dit ça un peu long, peut-être que c'est parce que je ne sais pas. Voilà. Reformuler comment ? Non, c'est pas toi qui reformule. Je demande juste à Ami Dahan de nous faire une réponse un peu plus, en effet, en faisant attention d'être un peu efficace et de Blache de poser cette question qui me semble importante. Cet épisode s'appelle « Le futur à bras-le-corps ». Qu'est-ce qu'on fait justement pour prendre ce futur à bras-le-corps ? Je pense que c'est une bataille politique en France, tout simplement. C'est-à-dire, nous allons être confrontés aux élections présidentielles, par exemple. Je pense à ça parce que c'est dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Nous devons... critiquer, poser des questions, etc., sur les impacts de telle ou telle décision sur la question des émissions, sur la question climatique, sur l'avenir. Et le faire très précisément. Et ne pas se contenter de discours et prendre les choses véritablement en main. Quand je disais, il y a eu cette loi, par exemple, de la Convention citoyenne, c'est une pierre qu'on a posée, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire dans d'autres domaines. Il faut y aller et plus loin, et aussi parce qu'on est en train de... Là, on passe dans le dur en ce moment en France. On pourrait, c'est le moment, quoi. En Europe et en France, je crois qu'on passe dans le dur, ce qui n'est pas le vrai dans tous les pays du monde. Dans le dur de la prise en main. On a accepté et on a des objectifs finalement assez ambitieux. Par exemple, en 2050, d'être à zéro émission, c'est quand même très ambitieux, ça. Je ne sais pas si on va le faire, dans la mesure où, par exemple, pour la Convention climat, on devait avoir des propositions de la Convention qui donnent une baisse de 40% des émissions en 2030.
par rapport à 1990. Et on les a édulcorés. Donc, on n'arrivera même pas à baisser de 40%. Donc, je ne vois pas comment on va baisser après des 60% qui restent, etc. Donc, voilà, il y a des choses très précises à exiger. C'est une bataille politique et il faut la mener. Et la jeunesse, elle fait des manifestations, mais il faut aussi qu'elle arrive à énoncer un certain nombre de choses très précises. Super. Alors, je nous invite tous. Alors, attends, tu veux que j'enregistre le lancement de la capsule, tout ça, ou... Ouais, on va faire. Alors là, c'est le moment où on est... Et on va regarder la capsule tous ensemble. Très bien. Très bien. Super, merci. Nous sommes sur le final. Désolé de vous demander. On est sur ce final... Hop. Robin, Emma, tout le monde est là. Ouais, alors je vais te lancer. Alors, nous venons de parler d'initiatives individuelles. Nous venons de parler d'initiatives individuelles. Je vous invite à découvrir l'une d'entre elles, celle d'un groupe d'étudiants-chercheurs de l'École normale supérieure qui a monté l'expédition Juste 2 degrés. C'est un voilier laboratoire. Leur terrain d'étude les a conduits jusqu'en Antarctique. Est-ce que vous avez déjà rêvé de partir en mission à l'autre bout du monde à la voile? Nous, oui. Et d'ailleurs, on va vous présenter un projet un peu dingue. Nous sommes une association de 30 jeunes passionnés par le climat et l'environnement. Notre association s'appelle Juste 2 degrés en référence à l'objectif des 2 degrés de l'accord de Paris. Le premier projet porté par l'association s'appelle Antarctique 2 degrés. Nous partons à 6 étudiants et étudiantes des écoles normales supérieures pour une campagne de recherche scientifique. Notre objectif, étudier l'impact du changement climatique et de l'empreinte humaine sur les écosystèmes pendant notre traversée de l'Atlantique et en Antarctique. Alors là, on vient... J'aimerais y être. ça fait envie. On vient d'entendre une jeune génération de chercheurs qui est prête à l'action, qui est prête à partir. Avant de se quitter, nous sommes à présent tous les 5 réunis autour de cette table avec Blash, Emma, Robin et Inès. Ami Dahan, est-ce que vous avez des questions pour les jeunes générations et celles qui souhaitent s'engager justement dans la recherche ? Oui, j'en ai beaucoup parce que je suis souvent interpellée par les étudiants qui me demandent sur quel sujet travailler, etc. Là, on a un exemple formidable où des jeunes ont réussi à unir une passion, je pense, l'océanographie et peut-être la voile, etc., avec quelque chose d'utile. Et donc, je me dis... Est-ce que tous les jeunes vont pouvoir essayer de trouver leur créneau, c'est-à-dire à la fois se réaliser personnellement, et en particulier bien sûr les jeunes étudiants, et répondre à cet objectif climatique. C'est-à-dire, voilà, donc il y en a qui s'intéressent à l'anthropologie, d'autres s'intéressent aux forêts. Bon, mais tout ça, comment ça va fonctionner? Et j'espère aussi que... Et là, je suis preneuse de suggestions. Comment est-ce qu'ils voient que un petit peu la recherche doit fonctionner autrement pour leur laisser, pour ne pas mettre les mêmes critères habituels de réussite individuelle, de compétition, etc., en avant, pour que ça soit encore plus efficace. Pour ça, c'est plutôt eux qui doivent me dire... Enfin, j'essaye de faire ça avec eux quand ils me donnent cette possibilité, voilà. Et puis, je crois que, par exemple, bien sûr, il y a l'environnement, mais il y a aussi les questions de santé qui sont très importantes à l'échelle mondiale. Et donc, il faut les combiner. Il y a quelques secteurs à combiner les uns aux autres. L'environnement n'est pas tout seul. Et donc, voilà, comment va se faire l'interdisciplinarité, par exemple, pour être efficace à la fois pour l'environnement, mais aussi pour les intérêts des humains, de l'humanité. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire de la recherche aujourd'hui, quand on est un jeune chercheur qui se lance dans la recherche, en l'occurrence sur l'environnement, on ne le fait pas du tout de la même façon aujourd'hui? Je crois. C'est-à-dire qu'on est davantage motivé par le fait qu'il y a un intérêt général et c'est pas simplement faire sa petite carrière, être chercheur et gravir les échelons le plus vite possible. C'est pas ça. L'idée,
me semble-t-il. Je ne dis pas qu'avant, on faisait ça tous uniquement pour des carrières personnelles, mais ça restait quelque chose d'important. Et peut-être que aussi, évidemment, souvent, les meilleurs chercheurs ou ceux qui maintenant sont importants, ça les a passionnés. Ils ont découvert des intérêts qui dépassaient largement les leurs de façon étroite. Et c'est comme ça qu'ils nous ont tous concernés, sensibilisés, etc. Et je crois que ça ne peut être que beaucoup accélérer ce mouvement. Justement, je me tourne vers vous 4 maintenant, parce que après ces 5 épisodes où on a rencontré des chercheurs, des chercheuses, comment vous 4, comment vous avez regardé ça? Qu'est-ce que ça a éveillé en vous? Je commence par toi, Emma. Alors pour commencer, j'aimerais bien préciser pour tous les 4 que globalement, si on a participé à ce projet-là, c'est qu'on était des personnes assez convaincues en fait par toutes ces thématiques-là. Donc ça n'a pas changé mon engagement citoyen et militant, mais en revanche, ça a beaucoup changé ma manière de voir la recherche et mon engagement en tant que future chercheuse. À savoir, je me posais beaucoup la question de la légitimité de la recherche. C'est beaucoup d'argent dépensé, très honnêtement. Et je me posais la question, mais pourquoi on en dépense autant et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plutôt le dépenser directement dans la protection de l'environnement, etc. Mais avec les 6 épisodes que l'on a fait, je comprends en fait l'importance vraiment de la recherche, qu'elle soit appliquée ou fondamentale. Emma, tu es en géosciences. Oui, tu viens de ce... C'est ça, je suis en géosciences et notamment je suis particulièrement intéressée par les nuages. Et les nuages, effectivement, c'est pas forcément la recherche la plus appliquée qu'on puisse faire et c'est un sujet qui me passionne, mais j'avais quand même cette réticence à me dire, mais au final, avec un papier que potentiellement je pourrais produire, je vais pas aider quelqu'un concrètement, mais avec ces épisodes-là, je comprends qu'au final, c'est potentiellement. Blash ? Moi, je sens beaucoup plus qu'avant le poids de la responsabilité qu'on doit assumer, je pense, en tant que futur chercheur, surtout pour se rendre compte du fait qu'on ne peut pas toujours séparer la recherche des actions concrètes et faire de la recherche engagée, c'est très important. Je vous vois acquiescer, Amida. Ouais. Bien sûr. Toi, Inès ? Alors, Amida, justement, vous avez parlé beaucoup des différences entre pays. Moi, je suis géographe, donc justement, j'ai une attention plus poussée pour ces questions-là régionales. Et je pense que ces 6 épisodes, ça a été l'occasion aussi de réfléchir à la diffusion scientifique qui est possible d'avoir entre les pays sur le changement climatique. Je pense qu'on est assez privilégié en France aussi d'avoir accès à ces questions-là, contrairement à d'autres régions du monde. Moi, je m'intéresse plus particulièrement au monde arabe, donc pourquoi pas apporter un peu ce savoir-là dans d'autres régions. Bien sûr. Blash, tu ne l'as pas dit, mais... Moi, je suis en sciences cognitives et bien sûr, c'est très important pour nous aussi, puisqu'on est un peu dans la fabrique du changement des comportements. Et pour ça, il faut toujours se rendre compte de ce qu'on veut faire exactement. Je crois que pour les politiques publiques à venir dans tous les pays, la question des sciences cognitives va être très importante. Et Robin, à ton tour. Alors moi, je suis biologiste de formation, donc c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'aborder en fait la thématique de la crise environnementale par le biais de la biodiversité. Mais du coup, à travers ces épisodes, on a pu inviter des chercheurs de domaines complètement différents, en fait, qui avaient des disciplines différentes, qui venaient d'instituts différents. Et on a vu en fait qu'ils s'intéressaient tous à la thématique de la crise environnementale, mais avec des angles d'approche qui sont un peu propres à leur discipline. Et c'est vrai que je trouve que ça a vachement fait ressortir cette nécessité en fait d'une transdisciplinarité. Et donc moi, ça me donne envie en fait de m'ouvrir à des domaines que je connais moins en tant que biologiste. Vous évoquiez la transdisciplinarité oui. tout à l'heure. Écoute, merci infiniment, Amida, d'avoir été avec nous et d'avoir terminé cette 2e saison de notre podcast Dès demain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.